Thibaut, Alain, vous pouvez y aller. C'est à vous. Merci, bonjour à tous et à toutes et merci de passer ce moment avec nous. L'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner en fait des clés autour du réengagement des équipes puisque nous sommes dans un contexte inédit, compliqué évidemment que nous traversons tous. Et donc ce qu'on se propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est trois temps en fait, vous donner quelques éléments, quelques études qui permettent de comprendre l'état des salariés aujourd'hui et de comprendre également leurs attentes. Dans un deuxième temps, vous donner des éclairages sur les impacts psychologiques en fait de la crise, et dans un troisième temps, et ce sera le cœur en fait de notre intervention, c'est vraiment vous donner une méthode, vous expliquer en fait comment on peut vous accompagner pour en trois temps réengager les équipes. Alors, on va commencer par se présenter brièvement, Alain et moi. Alors, je vois une petite question, est-ce que le diaporama sera envoyé après le webinaire? Oui, effectivement, pour tous ceux qui nous le demandent. Donc, vous aurez nos adresses mail, alors elles s'affichent là, et on les donnera également à la fin pour qu'on puisse vous envoyer, bien sûr, les éléments que nous allons vous présenter. Alors, on va donc se présenter brièvement. Alain, je te donne la parole. Donc, bonjour à tous, mon nom est Alain Pascaille, j'ai une petite soixantaine d'années, j'ai passé 21 ans comme dirigeant dans de grands groupes américains, 5 ans à la tête d'une start-up et je suis coach depuis 2011. Mes spécialités, c'est surtout l'accompagnement des équipes au travers des crises et des conflits, de façon à en faire des opportunités de croissance. Par ailleurs, à côté, j'ai un cabinet de psychopraticiens. Voilà. Merci Alain. Donc pour ma part, Thibaut Virmet, ça fait 27 ans que j'accompagne des équipes. Je l'ai fait pendant 18 ans en tant que DRH dans des groupes internationaux innovants. Et depuis 9 ans, donc je suis coach, et j'accompagne les dirigeants, les managers à créer des équipes puissantes dans des contextes incertains. Donc que ce soit à titre individuel, dans le cadre de prise de fonction par exemple, mais également dans le cadre collectif de réorganisation, par exemple, de tension. Et finalement, cette mobilisation des énergies, elle est au cœur de mon expérience et de celle d'Alain également. On a vécu chacun des crises, que ce soit donc dans nos expériences en entreprise et aujourd'hui dans les accompagnements de clients que nous faisons. Et c'est à ce titre-là qu'on a été sollicité par certains de nos clients par rapport à la crise que nous traversons pour développer, nous dire mais comment on peut faire pour essayer de rebondir en fait dans le contexte qui est le nôtre. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le fruit de notre expérience, je dirais, de nombreuses années et de nos accompagnements auprès de nombreuses équipes. Alors, le point de vue, si vous voulez, c'est que la crise du Covid change le rapport au travail de manière durable. On le verra là, juste après, au travers d'enquêtes que nous allons vous présenter. Et donc, il y a de nouvelles attentes des salariés qui se font jour et qu'il faut prendre en compte. Et dans le même temps, il y a bien sûr le besoin de développer la résilience des organisations, puisque on constate tous que depuis quelques années maintenant, nous vivons des crises à répétition de nature multiple. Tous les ans, on a vécu une crise là, ces 4 dernières années. Et donc, il faut en même temps que l'entreprise gagne en résilience. Et donc, il s'agit de fonder du coup un nouveau pacte avec son équipe au sens le collectif entreprise, son équipe à l'échelle en fait du groupe de collaborateurs qu'anime un manager. Et donc l'originalité d'Arc Coaching, c'est de vous proposer vraiment une méthode très concrète, vous allez le voir, qui permet aux managers et aux équipes qui veulent se réinventer dans ce cadre-là de pouvoir le faire vraiment avec des outils très très simples et le faire vraiment par de la pratique. Alors, juste pour situer nos clients, vous voyez qu'on a des clients en fait aussi bien des grandes entreprises que des ETI, que des PME, des entreprises du service, des entreprises industrielles, des clients privés, publics. Donc voilà, nous sommes vraiment présents sur des secteurs et des tailles d'entreprises très variées et nos accompagnements s'adaptent en fait à chaque fois au contexte et aux enjeux de nos clients. Alors, on nous a parlé de pratique. C'est vrai que c'est notre mode de fabrique. Donc, on a envie de vous poser une première question et on va vous inviter à répondre dans le chat. Quelles sont les difficultés majeures que vous constatez aujourd'hui pour remettre vos équipes en route, puisque ce qu'on observe chez beaucoup de nos clients, c'est qu'il y a une réticence en fait d'un certain nombre de personnes de revenir sur le lieu de travail pour celles qui ont été en télétravail ou qui ont été en chômage partiel. Il y a en fait une difficulté à reprendre le lien vraiment collectivement. Donc voilà, on aimerait avoir vos propres retours, vos propres enjeux sur les sujets.
Donc, je vois essoufflement, frustration, pas envie de revenir, les transports, ok, souhait de conserver de la flexibilité, de la peur, incertitude, du flou dans les règles de retour, incertitude, peur, effectivement, ouais, manque de motivation, sens, ok, ouais, vraiment plein de choses. Les gardes d'enfants, mais ça va aller mieux, ouais, ok. Manque de croyance à l'avenir, ouais, blocage, femme fatiguée, effectivement, il y a des voilà, des charges mentales, effectivement, confort de vie dans le travail, dans le télétravail, oui, absolument. Ok, ouais, bah super, plein de choses. Besoin de commandes, sa propre organisation, fatigue, oui. Reste à domicile, taux d'activité différent par jour, par équipe, oui. Super, vous pouvez continuer bien sûr à réagir. C'est vrai que, ce que montrent les chiffres, hein, vous parlez beaucoup de fatigue, notamment parmi d'autres choses, de peur aussi. Hein. Donc il y a un sondage qui a été fait par OpinionWay auprès de 2000 salariés il y a fin mai, donc lors du déconfinement, qui montre qu'un salarié sur deux a peur du déconfinement. Donc ça, c'est un vrai obstacle. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a en fait aujourd'hui de la part des collaborateurs par rapport à tout ce contexte de garde aussi que vous avez évoqué, de confort d'être à la maison, voilà, de rythme, etc. Il y a une vraie attente de prise en compte du bien-être des collaborateurs et c'est sans doute ce qui a le plus changé puisqu'on voit que 60% est cité comme la première attente aujourd'hui de la part de l'entreprise. Je souhaite que l'entreprise prenne en compte mon bien-être. Et vous voyez qu'en temps normal, on était à 34%. Hein, dans cette enquête que fait régulièrement l'IFOP. Donc on voit qu'il y a une vraie bascule. Et en fait, je vous disais effectivement que ça a changé le rapport au travail. Ben oui, parce qu'il y a 58% des salariés qui disent que cette période a changé leur rapport au travail. Et on voit que c'est même 64% pour ceux qui encadrent des équipes de 1 à 5 personnes. Donc, on a vu dans différentes enquêtes aussi que c'était très compliqué pour les managers et les managers de managers également qui ont été très sollicités. Et qu'est-ce que craignent le plus les salariés aujourd'hui? Vous l'avez dit aussi, vous avez parlé de la peur. Effectivement, la peur, le risque sanitaire, 45% l'évoquent. Et la deuxième crainte, c'est qu'on reprenne sans tirer les enseignements de la crise. Donc il y a un vrai besoin de parler de ce qui s'est passé pour en tirer des leçons et du coup mettre en place sans doute des évolutions. Autre élément intéressant à avoir en compte, c'est quelles sont du coup les attentes vis-à-vis des managers aujourd'hui. Ces attentes, en fait, elles sont une reconnaissance du travail qui est effectué, un climat de confiance aussi à créer au sein de l'équipe, un soutien, une écoute et d'organiser le travail de l'équipe. On voit bien que la crise, le travail à distance, le fait que certains soient sur site, d'autres pas, d'autres à la maison, etc., d'autres arrêtés, en fait, a distendu vraiment les liens et le fonctionnement. Donc, il y a un vrai besoin de reprendre en main les choses et les salariés attendent que le manager le fasse. Et la bonne nouvelle, vous le verrez dans notre approche, met vraiment le manager en fait au cœur du dispositif et de la relance de la dynamique. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre du coup pourquoi on en est arrivé là. Et donc, je vais laisser la parole à Alain pour expliquer comment ça se fait d'un point de vue psychologique, comment on est là. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez entendu parler de résilience, d'inquiétude, d'angoisse. Alors, on a juste voulu revenir un peu à l'essentiel, à quelques basiques. Alors, premièrement, c'est que l'incertitude, c'est le plus grand carburant de l'anxiété. La peur, on sait la définir, ce qu'est une peur, la peur d'un serpent, la peur des araignées ou la peur d'attraper le Covid lui-même. Mais cette période d'incertitude, on ne sait pas si on va sortir, rentrer, etc. Ça génère de l'anxiété. On ne sait pas ce qui va se passer d'un point de vue économique dans un certain nombre d'entreprises. Et donc, il y a un fond d'anxiété chez vos collaborateurs. Un deuxième rappel, c'est comment réagissent les mammifères face au danger. Ils ont trois façons de réagir, soit de combattre, soit de fuir, soit de se figer. Dans la situation qu'on vient de vivre pendant près de 10 semaines, on ne pouvait pas combattre en étant chez soi, on ne pouvait pas fuir, parce qu'on devait y rester. Et donc, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans cette situation de figement. Et un des grands écrivains sur le sujet des traumatismes et des syndromes post-traumatiques explique que c'est quand on a une réaction de système nerveux qui nous dépasse qu'il y a traumatisme. On s'est un peu retrouvé enfermé comme ça pendant 10 semaines à vivre quelque chose qui nous dépassait, qui nous figeait. Et ce que dit Peter Levine aussi, c'est que le traumatisme, il frappe deux fois si les personnes qui l'ont vécu n'ont pas été entendues, ne peuvent pas partager leurs émotions et leurs ressentis. Alors les conséquences,
Les conséquences qui se passent, quelles sont les réactions? La première réaction, c'est l'impuissance. On est enfermé, on ne sait pas quoi faire. On attend les directives du gouvernement ou les directives de l'entreprise aussi, hein, qui étaient quelquefois contradictoires, qui allaient de vous ne faites rien à vous faites tout. Enfin, donc il y a eu du figement, de l'abattement, de l'immobilisme, de la dépression. Il y a eu il y a pas mal de culpabilité aussi, c'est-à-dire que cette énergie liée à l'impuissance dans laquelle on se retrouve et retourner vers soi. Et ce qui est important à retenir, c'est que l'humain est en quête de sens et que quand il n'y en a pas et qu'on ne comprend pas, on va s'en forger, on va inventer des trucs qui circulent sur les réseaux sociaux. La troisième des réactions, c'est la colère contre le gouvernement, contre les injustices, contre le traitement, contre les Chinois, contre tout et rien, mais surtout aussi ce qu'on anticipe et ce qu'on a observé, c'est qu'il peut y avoir de la colère à l'égard de l'entreprise, que ça soit les cols bleus qui sont restés à travailler et les cols blancs, eux, ils étaient planqués, entre guillemets, chez eux à la maison, ou bien entre différents services qui ont eu des réactions différentes, ou entre les collaborateurs eux-mêmes et leur management. Puis enfin, il va y avoir chez certains, hein, on parle de 25 à 30% des personnes, des syndromes quasi post-traumatiques, de la fatigue, des sensations d'isolement, de l'insomnie, des baisses de concentration et d'efficacité. On a parlé des augmentations d'addiction et surtout, nous, ce qui nous inquiète un peu, c'est de la mise en échec. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont tendance à reproduire des comportements comment dire, de mise en échec d'eux-mêmes, de sabotage d'eux-mêmes. Alors, je vois quelqu'un qui dit il n'y a pas de son avec Alain. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça a l'air de fonctionner de manière un petit peu erratique. Je pense que Manon va répondre. Ok. Alors, la métaphore qu'on utilise, nous, par rapport à ce qui nous est arrivé, c'est comme si nous avions tous eu une grande chute à vélo. Et donc, que peut-on faire après une chute de vélo? La première, c'est de faire l'état des lieux, c'est analyser son état, voir ce qui s'est passé, comment on se sent, comment est le vélo. La deuxième, c'est de chercher des solutions et éventuellement d'innover face à la chute qui nous est arrivée. Et puis la troisième, c'est de reprendre le cap, de s'interroger sur le meilleur chemin ou la meilleure façon d'aller de chez soi au bureau à vélo et donc de réfléchir un petit peu à la direction et au cap qu'on fait. Donc nous, on a, au travers de cette métaphore, on a construit 3 ateliers, une approche en 3 temps dans laquelle nous allons, avec les managers, analyser la situation, faire un check-up. Deuxièmement, innover, voir ce qu'on peut tirer comme leçon et mettre en œuvre dans cette innovation. Et troisièmement, engager. Et on va partager ces trois éléments, ces 3 volets de l'approche pour réengager les salariés avec vous. Très bien, merci Alain. Juste avant là, je me pense qu'il y a une question il y a une vraie différence entre le trauma et le traumatisme. Est-ce que tu peux juste expliquer brièvement peut-être ça? Je pense que le trauma, c'est des points de difficulté. Le traumatisme, c'est qu'on est vraiment dans un traumatisme complet avec différentes formes de troubles qui peuvent arriver. Moi, j'utilise le terme quasi-traumatisme parce qu'il y a tous les échelons de ce qui va se passer comme type de réaction. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que ça ne peut pas être catégorisé puisque c'est vraiment chaque individu répond à ce qu'il a vécu de manière singulière. Ça dépend de son passé. Présenter. La première étape, effectivement, c'est de faire un check-up. Check-up à 5 dimensions. Premièrement, énergétique, c'est-à-dire dans quel état émotionnel, dans quel niveau d'énergie, en fait, sommes-nous chacun après avoir vécu cette crise. Deuxième dimension, relationnelle. Où est-ce qu'en sont les relations? On voit bien qu'au travers du vécu de la crise, les relations ont pu être distendues, il y a pu avoir des tensions, il y a pu aussi avoir des solidarités nouvelles qui se sont créées, une familiarité, une forme même d'intimité, puisqu'on a souvent vécu des réunions avec des enfants qui passaient ou d'autres événements. Donc voilà, il y a des choses en fait qui ont bougé dans la relation. Troisième dimension, le fonctionnement de l'équipe, c'est pareil, il y a des choses qui ont bougé. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quatrième dimension du check-up, organisationnel. Comment on a traversé la crise? Qu'est-ce qu'on a fait qui a été utile? Comment on peut se préparer à d'autres crises?
Et cinquième dimension du check-up, la dimension opérationnelle. Donc cet outil de check-up, donc ça fait l'objet d'un atelier où les managers le découvrent, le vivent en fait et peuvent après le pratiquer. On va vous présenter aujourd'hui 3 des étapes de check-up et vous allez voir que ce sont des choses vraiment très concrètes et très simples. Première étape du check-up, le check-up émotionnel et énergétique. Il y a un vrai besoin de se reconnecter et que chacun puisse poser son vécu. Puisqu'on a a priori tous vécu à peu près la même situation, sauf qu'on n'a pas du tout vécu de la même façon en réalité. Et donc, on a chacun besoin d'être reconnu pour ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a quand même aussi beaucoup d'engagement de la part de nombreux salariés durant cette période-là, et c'est important de pouvoir se dire ça. Et l'objet de ce check-up, c'est aussi d'identifier, bien sûr, les personnes ou les zones où ça va bien et les personnes ou les zones de ces personnes, entre guillemets, où on est en fragilité et donc il faut avoir une vigilance. Alors, en pratique, en fait, ce sont 3 questions que l'on peut poser aux personnes. C'est tout d'abord, qu'est-ce que la situation actuelle me fait vivre? Donc, chacun peut s'exprimer sur le sujet. On fait un tour de table. Ensuite, qu'est-ce que ça me fait d'avoir partagé mes ressentis et entendu mes collègues? Donc là, la logique de reconnexion, de reconnaissance qu'on évoquait joue à plein. Et enfin, dans quel niveau d'énergie je suis? Et on fait très concrètement voter les gens sur une échelle de 1 à 4, par exemple, on peut les faire se déplacer. Si on est en présentiel, on peut les faire voter si on est en distanciel. Deuxième, autre élément du check-up, le check-up fonctionnel. Là, il s'agit de voir comment l'équipe fonctionne aujourd'hui par rapport au mode de fonctionnement dans lequel, de travail dans lequel elle s'est retrouvée et identifier ce qui est à ajuster. Donc, on va questionner 3 dimensions. Celle en fait de l'information, la manière dont l'information circule au sein de l'équipe, la clarté des priorités, des objectifs, des organisations également. Donc là aussi des questions simples que l'on va poser. Et le libellé des questions sont importants à chaque fois. Et on va amener chacun à évaluer sur une échelle de 1 à 4 son degré d'adhésion, d'accord par rapport à l'affirmation qu'on vient de poser. Et ça va donc donner des pistes très concrètes, très immédiates pour le manager et vraiment avec l'équipe. On les rend acteurs pour qu'ils puissent identifier ce qui fonctionne bien et ce qui est à ajuster. Autre dimension dans le check-up opérationnel, c'est une logique en fait de retour d'expérience. On a vu que les salariés demandent fortement à ce qu'on tire les enseignements de la crise, donc il faut le faire vraiment de manière très concrète. On va leur poser là aussi 3 questions. Vous avez vu, à chaque fois, c'est très simple. Quelles sont les activités, les processus que vous avez suspendus pendant la crise et que vous pensez inutile de reprendre? Quelles sont les activités et les processus que vous avez suspendus et que vous pensez utile de reprendre à l'identique ou peut-être différemment? Quelles sont les activités et les processus que vous avez inventés, créés et que vous pensez utile de garder? Donc, l'idée là aussi, on a des choses très concrètes qui permettent d'identifier ce qui, dans le travail, en fait, est à continuer, à arrêter ou à faire différemment. C'est super important, ça aide et les salariés et l'entreprise. Alors, je vois une question. Comment amener les personnes à se livrer lorsque le terrain n'est pas dans la cohésion déjà au départ, face aux méfiances, la crise exercée de distance relationnelle? Je réponds ou tu veux répondre, Alain? Non, vas-y, on commence et puis je compléterai, oui. Ok, ça marche. Ok. Alors, effectivement, c'est un bon point et je pense même que c'est un peu une des difficultés aujourd'hui, c'est de remettre les personnes dans une dynamique de lien, de confiance. Le propos, en fait, au travers de ces ateliers, c'est de dire, voilà, ça va être un moment d'expression, de partage, avec une méthode qui permet d'organiser justement le débat et on va en fait poser des questions à chacun, à la fois sur lui, sur les relations qu'il a avec les autres membres de l'équipe, sur sa manière de travailler. Donc c'est vraiment une invitation à pouvoir se remettre en fait dans une dynamique collective, puisque même si on travaille à distance, et peut-être même encore pour un certain temps pour certains d'entre nous, néanmoins, l'entreprise, c'est un projet collectif. Donc, on ne peut pas être à l'écart, être en isolement, en tous les cas, de manière durable. Il y a besoin, en fait, de faire du lien avec les autres. Oui, enfin, moi, je crois que c'est vraiment un des enjeux, c'est que les gens n'ont pas envie de revenir parce que les fils du relationnel se sont détendus, surtout s'ils étaient déjà distendus, ils se sont encore plus relâchés.
Et l'enjeu pour les entreprises et pour les managers, c'est de retisser ces fils. Et donc, la seule manière de retisser ces fils, c'est pas de dire yaka, faucon. Il est important d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la parole, de voir ce qui est présent. Et déjà, dans l'exposition des ressentis de chacun, ceux qui sont les plus éloignés vont se rendre compte que ils n'ont pas affaire qu'à des monstres autour d'eux, mais aussi à d'autres êtres humains auprès desquels ils peuvent trouver du support et de la ressource. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce check-up, donc on vous a présenté là trois des volets du check-up, hein, brièvement. Évidemment, pour un atelier, on les développe plus. Une fois qu'on a fait cette partie analyse qui est vraiment indispensable, ensuite, évidemment, il faut voir du coup comment on fait différemment. Donc, on est dans cette logique maintenant de comment on peut innover. Et donc, je vais laisser Alain présenter en fait ces modalités pour l'innovation. Alors encore une fois, on repart de choses dont vous avez entendu parler, hein. C'est la définition qui a été inventée par l'armée américaine au début des années 2000, c'est-à-dire nous sommes dans un monde qu'ils appellent VUCA, donc à la fois volatile, les choses changent très vite, incertain, on ne peut pas s'appuyer sur des points qui tiennent longtemps, il est complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des éléments de réponse cause à effet simple, il y a de plus en plus de parties prenantes, de plus en plus d'éléments et d'interactions relationnelles ou business qui rendent les choses plus compliquées. Et en fait, aussi, il est ambigu. Alors, il y a un manager américain qui s'appelle Bill George, comme savent le faire les Américains, qui a fait un bouquin qui s'appelle le True North et qui a dit quelles sont les compétences, les qualités que doit porter le manager VUCA pour arriver à travailler et à développer son entreprise ou participer au développement de son entreprise. Et il a recréé l'acronyme VUCA qu'on a réutilisé. Donc en premier lieu, c'est la vision, être clair sur la mission de l'entreprise, ses valeurs et sa stratégie. The True North, le vrai Nord, qui permet, quelles que soient les évolutions du vent et les changements, de savoir où on veut aller et ce qu'on veut être. Le deuxième U, c'est Understanding, la compréhension. Ça, c'est assez important parce que dans ce monde complexe et ambigu, il est important que les managers sachent traiter l'infobésité dans laquelle on est et puissent se nourrir d'informations diverses et variées, tout en étant conscients de leur propre biais cognitif. On va y revenir brièvement. La troisième chose, c'est le courage. Et là, c'est le courage de prendre des risques. On ne peut pas sortir de ces situations en restant statique. Donc, il est important d'avoir des stratégies qui sont innovantes, qui sont différentes. Et il est donc important pour le manager de prendre des risques et d'assumer les initiatives de ses collaborateurs. Et en troisième lieu, une fois ce courage et cette compréhension élargie, être capable de s'adapter, planifier face aux imprévus, on va y revenir très brièvement, pour pouvoir mieux s'adapter. On parle beaucoup d'agilité sans vraiment expliquer comment on peut mettre en œuvre l'agilité. Alors, juste un exemple, pardon, on a passé trop vite. Vas-y Thibaut, je te laisse. Juste un petit exemple de biais cognitif, quand nous avons tous croisé au début de cette pandémie, c'est combien de personnes, si vous avez 10 personnes qui sont contaminées le dimanche et que le nombre de contaminations double tous les jours, combien de personnes seront contaminées 2 semaines plus tard? Je vous laisse une petite 10 secondes ou 20 secondes pour que vous puissiez juste évaluer, vous donner un chiffre. On ne vous demande pas d'écrire dans le chat, c'est pas non. L'idée, c'est de prendre conscience de nos biais, en fait, à tous ces exemples. Et donc, vas-y, Thibaut, tu peux donner la réponse. La réponse, c'est que 2 semaines plus tard, il y a 82 000 personnes nouvelles qui ont été contaminées. En 14 jours, la croissance exponentielle de la contamination, et peu d'entre nous ont pu appréhender ce type de choses en se disant mais qu'est-ce qu'ils nous font là, pourquoi on est tous enfermés? C'est parce que la vitesse de propagation était une vitesse exponentielle. Au bout de 15 jours, il y a 163 000 personnes qui ont été contaminées dans ce modèle de calcul. Voilà, ça c'est un exemple de biais cognitif que nous portons tous. Il y a aussi le biais, un biais du collectif, c'est que le 15 mars, comme tout le monde était dehors, moi j'étais dehors, et comme j'étais dehors, tout le monde était dehors. Donc il y a des biais cognitifs collectifs. Alors, nous on a réfléchi à comment de quoi doter les managers et les leaders pour qu'ils soient plus aptes à faire face à ces incertitudes et à cette crise. Premièrement, c'est piloter dans l'incertitude, comprendre ce que ça veut dire que le monde VUCA,
découvrir 4 attitudes du leader résilient. Et une des premières attitudes, c'est de faire face, accepter ce qui est là et ne pas être dans le déni de ce que les collaborateurs peuvent vivre en disant mais non, mais non. Donc, c'est accueillir ce qui est présent. Le deuxième, j'en ai parlé très brièvement, c'est décoder ses propres biais cognitifs et apprendre quels sont les pièges collectifs des biais cognitifs. Le troisième, c'est construire des scénarios, c'est-à-dire envisager avec son ou ses équipes qu'est-ce qui peut arriver. Par exemple, aujourd'hui, on recommence à parler de deuxième vague. S'il y avait une deuxième vague, qu'est-ce qu'on ferait? Quel scénario on ferait? C'est construire différents types de scénarios en connaissant ses vulnérabilités et à partir de là, identifier des schémas de réaction. Ils seront tous à côté des sujets que vous pourrez, qui vont apparaître, tous ces scénarios. Vous ne serez pas forcément juste dans la construction des scénarios. Simplement, ce qu'on a vu dans cette crise, c'est que les transports de malades qui ont été faits en réanimation, qui ont été faits de l'Île-de-France en province, qui sont des opérations extrêmement délicates, parce qu'on a quand même des gens qui sont au bord de la mort et qu'on maintient grâce à des machines. Elles ont été réussies en partie parce que ces opérations avaient été préparées auparavant. C'était un scénario qui avait été envisagé, et ce scénario avait été envisagé dans les années 2015-2016 en imaginant qu'il puisse y avoir une attaque chimique, terroriste chimique, et que donc un grand nombre de personnes en réanimation soient à transporter. Donc voilà, c'est ce premier élément, construire des scénarios. Le quatrième, c'est arbitrer en équipe, c'est donc apprendre à mieux décider en équipe parce que la complexité le nécessite. Et enfin, pour un manager ou un leader, c'est de prendre des décisions difficiles. Oui, il y a des moments, il faut prendre des décisions difficiles. Elles ne sont pas que difficiles parce qu'il y a de l'humain qui est à l'intérieur, mais il y a aussi des éléments de long terme qui sont à concilier avec de l'incertitude et du court terme. Et donc là, c'est quelles sont les questions qu'il faut se poser et comment vivre les choix difficiles. Alors, une fois qu'on a abordé ce thème de d'abord analyser, voir ce qui était présent, puis le deuxième thème, voir comment on peut innover et doter les managers de capacité à être plus résilients et à anticiper les difficultés, il est aussi important de réengager les collaborateurs avec une vision mobilisatrice. Et c'est Thibaut qui va vous en parler. Merci. Je vois, hein, pour ceux qui demandent la présentation, donc je répète, il n'y a pas de souci, on vous l'enverra. Pensez juste à nous laisser vos adresses en fait dans le chat pour qu'on puisse vous l'envoyer ensuite. Alors, troisième étape, effectivement, il s'agit de réengager l'ensemble des collaborateurs, donc avec un outil très simple qui s'appelle la vision, très simple et très puissant. L'intérêt de la vision, donc, c'est que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou d'une business unit, d'une direction, d'une équipe, vraiment d'avoir quelque chose de très fédérateur. Donc, la couche supérieure de la vision, c'est le sens, la mission qui est la nôtre, la valeur que nous apportons à nos clients. Donc, ces clients, encore une fois, ils peuvent être externes, ils peuvent être internes. La deuxième étape, en fait, la deuxième couche, c'est quel résultat visons-nous? Quelle est notre ambition? Évidemment, avec la crise, il peut y avoir des ajustements à faire sur les moyens qui peuvent être restreints. Au contraire, on a découvert une niche entre guillemets grâce à la crise sur laquelle on peut s'activer. Donc, il y a des choses en fait qui sont à réajuster sur le sujet. Troisième dimension, nos valeurs et nos principes. Il y a eu un satisfecit des Français, 76%, qui ont trouvé que les comportements des entreprises étaient à la hauteur des valeurs en fait qu'elles affichent en temps normal. Et en même temps, donc peut-être que ces valeurs sont quand même un peu à regarder, et surtout les principes de fonctionnement. On voit bien qu'au travers du travail à distance, de la gestion de crise, de tas de phénomènes, en fait, les principes de fonctionnement, de mode de décision, par exemple, sont à revoir, donc sont à discuter. Quatrième dimension, nos axes prioritaires pour les 2-3 ans qui viennent. Il s'agit bien de redonner un cap à, on va dire, moyen terme. Très concrètement, beaucoup de nos clients aujourd'hui nous disent effectivement la digitalisation, pardon, je vais l'articuler, c'est un cap, c'est un axe prioritaire, on y était déjà, mais il faut qu'on accélère cette digitalisation, donc on va mettre en œuvre un certain nombre de moyens sur le sujet de projet. Et enfin, donc dernière dimension de la vision, c'est du coup quels sont nos projets pour les semaines et pour les mois à venir. Donc, vous voyez, on part du sens, on part de la mission et on arrive à l'échelle très concrète des actions, de la pratique,
au quotidien, en fait, au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, et pour chacun, du coup, dans ce qui est à faire. Donc, c'est bien sûr quelque chose qui se construit collectivement, c'est tout l'intérêt de ce modèle de la vision. Alors, du coup, en fait, les accompagnements que l'on met en place donc auprès de nos clients sur le sujet en ce moment sont vraiment ces 3 ateliers d'environ donc 3 heures. Ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel. On fait des pauses, on vous rassure. On a l'habitude d'animer des équipes pour que les gens soient en énergie. Et l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment d'aider les participants, enfin de permettre aux participants en fait de vivre cette approche et du coup de pouvoir s'en emparer pour pouvoir la déployer ensuite. Donc qu'est-ce qu'ils y font? Ils comprennent les impacts psychologiques de la crise, donc ce qu'on a vu très rapidement ensemble. Comment marche la résilience du coup? Ça leur donne une méthode en fait pour générer un rebond avec leur équipe. Au travers d'outils qu'on leur transmet qui sont vraiment ultra simples, et ça permet aussi de se dire ensemble quel succès on a eu, qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage, et puis de concrètement bâtir un plan d'action. Donc, ces ateliers en fait sont à destination, pardon, aussi bien donc de vos COMEX, des comités de direction, des managers, pour qu'ils puissent encore une fois le vivre en tant que tel et après le déployer auprès de leur équipe. Alors, quel est l'intérêt de cette approche? C'est pour vous, en fait, à l'échelle de l'entreprise, de recréer en fait du lien et de remettre le collectif au centre et de réengager les personnes. Il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de remettre les personnes en mouvement par rapport à la dynamique de travail et de faire des choses ensemble. Donc, ça permet d'améliorer la qualité du travail. On a vu que c'était un vrai sujet, la prise en compte du bien-être. Et puis, donc, de tirer les enseignements de la crise pour développer la performance et la résilience. Peut-être Alain, tu peux dire un mot des bénéfices pour les managers? Alors les managers, oui, en fait, l'idée, c'est de leur donner des outils qui sont applicables facilement, qu'ils peuvent ainsi déclencher une dynamique. Ça leur permet aussi d'avoir une analyse à 360 degrés de la situation de leur équipe. C'est ce que chacun a vécu, les relations entre chacun et ce que chacun a perçu des difficultés opérationnelles ou des processus tels qu'ils ont été mis en œuvre, déportés, déplacés, à modifier. Et grâce à ça, chaque manager peut définir un plan d'action et voir développer certaines compétences managériales comme la capacité de décider soit collectivement, soit individuellement. Ça marche. Et pour les collaborateurs, en fait, c'est l'occasion en fait d'une reconnexion, d'une reconnaissance de ce qui s'est passé, donc de les remettre en mouvement. Et donc de prendre en compte leurs souhaits de bien-être, et en même temps ça met le manager au centre. On a vu que c'était une de leurs attentes, et tout ça les rend acteurs. Je pense que vraiment le gros enjeu aujourd'hui, c'est de rendre à nouveau les salariés vraiment acteurs de la transformation en fait de leur entreprise. Alors je vois qu'on a une question donc d'Edwige sur pardon, je elle est un peu la question, en fait, pas Edwige, pardon, la question a disparu. La question que j'ai pu voir, j'ai essayé de la retrouver. Je peux te la lire si tu veux, comment aborder ce cheminement dans des organisations qui devront passer en parallèle par des réductions d'effectifs en urgence, ou bien la question de grande fatigue des équipes au front pendant la crise. Oui. Alors, notre recommandation, et au travers de ce qu'on a vécu avec des clients en déployant ces ateliers, c'est effectivement de les initier le plus tôt possible, puisque cet état de fatigue, il est réel, mais plus on attend, plus il s'installe, et plus on est dans une espèce d'entre-deux, la mollasson, dans lequel il est compliqué et pour les personnes d'être et pour les entreprises de fonctionner. Donc, je dirais, y compris dans un contexte de transformation, voire de réduction d'effectifs, parce qu'effectivement, c'est ce qui se prépare pour un certain nombre d'entreprises. Il y a des annonces qui sont faites. Aujourd'hui, on a par entendu des supposés pour Air France, par exemple. Renault a annoncé des choses. Bon, bref, effectivement, notre recommandation, c'est de le faire en même temps. Et vous voyez que ces ateliers sont assez plastiques, en fait, dans leur mode de fonctionnement, pour permettre à chaque équipe de s'en emparer. L'intérêt, c'est d'avoir une approche commune, mais en même temps où chaque équipe, après, peut le relayer, et ça remet vraiment les gens en mouvement. Si on devait résumer, si vous voulez, ce qui est au cœur en fait de notre philosophie, c'est vraiment de mettre en mouvement les salariés et vos équipes grâce à une approche qui est vraiment très pragmatique et très concrète. C'est ce qu'on peut observer en fait dans ce qui se passe.
Alors, voilà pour l'essentiel en fait dans ce que on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est concret, en tout cas j'espère. On a très envie maintenant d'entendre vos questions, vos commentaires par rapport à ce que vous avez pu voir, comment ça résonne par rapport à votre contexte. Donc, Alors, il y a un premier commentaire de Karine que je trouve très pertinent qui dit: Je mettrai un bémol sur la notion de réengagement. Les collaborateurs ont été très engagés pendant cette période, ont même souvent plus travaillé ou du moins ont fait plus des. j'ai une coupure. Une coupure pour ton son, Alain. Je ne sais pas s'il y a que moi. Alors, effectivement, ce que je croyais comprendre, c'est oui, quand on dit réengagement, c'est très juste. Hein, je partage la remarque aussi. L'idée, c'est réengagement en lien vraiment avec le collectif et l'ensemble du collectif. Parce que ce que l'on constate à beaucoup d'endroits, en tous les cas, après il y a toujours des cas particuliers, c'est que ça a bien fonctionné, certes, mais dans beaucoup d'endroits, la difficulté, c'est la séparation des personnes, le sentiment de morcellement, d'isolement. Ça revient beaucoup en fait dans les expressions des personnes. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de se réengager collectivement ensemble avec un projet que l'on va revisiter. Encore une fois, en analysant ce qui s'est passé, en innovant, en trouvant des solutions nouvelles compte tenu de ce contexte dans lequel on est, qui nous a tous surpris. Et troisièmement, en fait, de rebâtir un projet collectif qui doit changer. Donc, c'est surtout là-dessus que ça porte, effectivement, c'est s'engager dans quelque chose de revisité, hein, pour être plus précis. Alors, je vois une autre question. Quel conseil pour développer sa capacité à piloter dans l'incertitude? Alors, c'est l'objet là du deuxième en fait atelier, hein, qu'on vous a présenté. Donc, je peux le remontrer rapidement. Voilà, c'est vraiment autour de ces dimensions-là. C'est comment on peut faire effectivement pour piloter l'incertitude. Donc, au travers de ces principes VUCA de leadership qu'il faut avoir aujourd'hui, donc on transmet ces notions-là en fait aux personnes, hein, sur les principes de résilience également. Donc c'est vraiment des choses très pratiques en fait, hein, de prise de conscience, aussi des biais cognitifs. Dans l'incertitude, une des choses qui est importante à l'évoquer, c'est de construire des scénarios. Donc là aussi, on donne des clés aux équipes pour qu'elles puissent bâtir des scénarios, décider également en équipe. Donc voilà, il y a toutes sortes d'outils. Encore une fois, c'est très concret, c'est très pratique, qui permettent concrètement à des équipes de pouvoir en fait avoir des outils. Voilà, ça marche. Si je suis revenu, pardonnez-moi, j'ai une coupure. Je crois que ce qui est important aussi pour mieux manager dans l'incertitude, c'est que certains managers comprennent qu'ils ne sont pas de Dieu tout-puissant et capables de tout comprendre par eux-mêmes. Et donc la dimension du management dans l'incertitude, c'est certainement d'augmenter sa capacité à travailler collectivement, à accepter la diversité dans les points de vue dans l'équipe et à accepter de déléguer plus et de rendre plus autonomes ses collaborateurs ou ses équipes. C'est ce qui rend la chose un peu difficile pour certaines personnes qui ont tendance à être dans un syndrome, je vais mettre des guillemets parce que c'est vraiment mettre les gens dans des cases un peu autoritaires, de se dire bon, moi je sais comment on va y aller, etc. Alors que c'est beaucoup de construction collective qui permet d'être beaucoup plus agile, un, dans la compréhension de ce qui bouge dans l'environnement, deux, dans la capacité à trouver des idées pour répondre à ces mouvements dans l'environnement, et trois, à les mettre en œuvre avec un certain degré d'aptitude à s'adapter et à être agile. Voilà, donc c'est cette compréhension-là qui amène certains managers à être plus efficaces pour gérer l'incertitude. Je vois une question d'Edwige. Les managers ne sont pas toujours au clair sur le projet de l'entreprise, malheureusement, ne sont pas toujours en capacité d'être maillon intermédiaire entre direction et équipe. Alors, c'est juste, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est comme ça. Donc, notre recours dans ce type de contexte-là, c'est de commencer en fait de faire l'atelier par le COMEX, hein, ou le comité de direction, enfin, en tout cas votre instance dirigeante, pour en fait entraîner le mouvement d'abord à ce niveau-là et les faire prendre conscience que justement l'incertitude, les environnements de crise
nécessite en fait de la délégation, nécessite de la confiance et nécessite de s'appuyer sur les managers. C'est impossible aujourd'hui de piloter l'entreprise uniquement dans un cercle restreint de dirigeants. C'est juste pas possible. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur l'intelligence collective et en premier lieu par les managers. Donc, je dirais les ateliers peuvent aussi être l'occasion de déclencher ce type de prise de conscience en fait et de transformation. Alors, je vois une autre question. Donc, comment de manière un peu moins formelle, conventionnelle, peut-on réengager son équipe? Exemple, Coffee Corner, séance de yoga, cours de cuisine en version digitale. Serait-ce une bonne idée selon vous? Alors, je sais pas si je parlerai de réengagement, si vous voulez, au travers de ces outils-là. Je pense que ce sont des outils qui ont l'intérêt on va dire, d'apporter du bien-être, des activités qui peuvent se faire collectivement. C'est une manière aussi d'avoir des liens, donc plutôt informel, c'est juste. Donc, je pense que c'est un élément, si vous voulez, dans un panel de réponses. Est-ce que c'est ça qui va vraiment créer de l'engagement? Je suis pas certain de ça, à vrai dire. L'engagement autour d'un projet, de la revisite, la revisite, on va dire, ouais, c'est ça, du projet, il me semble qu'elle est à faire effectivement en mettant plutôt les gens en parole autour de choses assez concrètes qui concernent leur travail. Alors, peut-être d'autres questions. Alors, une question, est-ce que vous avez des outils comme le disque pour aider les managers à mieux manager? Alors, oui, on a, si vous voulez, dans notre panoplie, hein, on a une mallette à outils hein, en tant que coach. Donc, on a effectivement différents outils. Voilà, on a des approches comportementales effectivement qui aident à comprendre les personnalités, parce que le disque, hein, comme je pense que beaucoup d'entre vous le savent, pardon, c'est un outil qui permet de comprendre les personnalités. Donc, on a différents outils qui permettent effectivement de donner des éléments au manager. On trouve aussi que c'est vraiment intéressant de partager en équipe hein, ces approches-là pour comprendre les personnalités de chacun, leurs préférences naturelles, leurs zones d'irritation aussi possibles. Donc, voilà, il y a différentes manières, en fait, différentes façons d'aborder ça. Alors, que faire si même les RH ne sont pas dans la communication de l'intérêt de prendre des nouvelles et contact avec le personnel? Question de Marianne. Alors, je pourrais peut-être expliciter plus la question, ce que j'interprète à Marianne, mais n'hésitez pas à réagir dans le chat pour que je vois si c'est ça. Ce que je comprends, c'est que il y a peut-être des contextes effectivement où la RH n'est pas forcément, sont pas forcément missionnés entre guillemets pour être un facteur de lien entre les personnes. Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand on est dans ces cadres-là. Une façon de répondre à ça, c'est par exemple, si vous voulez, il y a une enquête que je vous invite à lire, qui est l'enquête en fait OpinionWay, qui a été faite avec Empreinte Humaine, qui montre que les personnes en détresse psychologique élevée déclarent un taux de performance de 59% versus 80% pour celles qui ne le sont pas. Autrement, donc il y a 21 points d'écart. Autrement dit, le fait de s'intéresser au bien-être des personnes et à leur engagement, en l'occurrence, met ces personnes dans une meilleure situation de performance. Donc, si on n'a pas envie de le faire pour des questions, je dirais, qui pourtant paraissent de bon sens, mais de qualité de vie au travail, d'engagement, faisons-le, faites-le pour des questions de performance économique. Les personnes seront plus performantes, en fait, elles sont mieux. Alors, est-il réellement question d'engagement ou de réengagement? Ne s'agit-il pas de recréer de nouveaux paradigmes institutionnels et relationnels? Alors, je suis désolé, je suis pas certain de comprendre la question. Je sais pas ce que vous voulez dire par paradigme en fait institutionnel et relationnel. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des choses très simples qui permettent en fait de créer, de mettre en mouvement les personnes
au sein de leur équipe, de se dire, vous avez vu au travers du check-up, c'est comment on va, c'est dans quelle énergie on est, comment sont les relations entre nous, comment ça fonctionne entre nous, quels sont nos processus de travail, quels sont nos processus pour gérer la crise. Donc ce sont vraiment des choses très concrètes, hein. On n'est pas des théoriciens, nous, si vous voulez, de l'équipe des relations. Notre vécu, c'est vraiment d'être avec les personnes dans les choses très concrètes. Et donc chaque équipe va s'inventer ses propres je dirais, modèles et réponses sur le sujet. Et du coup, il y avait une question, j'ai vu sur les indicateurs d'engagement posés par Vincent. Moi, on n'est pas des consultants, hein, je vais être clair là-dessus. Donc, sur l'engagement, nous, concrètement, ce qu'on fait dans les ateliers, c'est qu'effectivement, il y a des questions qui peuvent être posées sur dans quel niveau d'engagement je suis aujourd'hui. Et on le fait pareil sur une échelle très simple de 1 à 4, de 1 à 10, peu importe. Et donc, ça permet de dire les choses sans être dans des jugements de valeur, mais pour mesurer en fait ce qu'il en est. Donc, ça peut se faire là aussi au sein de l'équipe, quel que soit le niveau. Nous, on a des vraies surprises en ce moment quand on fait cet exercice avec des COMEX. On voit des COMEX très fatigués, alors qui sont certes engagés, en général, je dirais un peu par nature, mais néanmoins où il y a une vraie fatigue. Donc, c'est intéressant de dissocier les deux, par exemple. Alors, je vois une question de Nadia sur quels autres enseignements à tirer du système militaire. Alors, ça me fait penser à un article, Alain, je crois que tu avais sur la sortie de confinement en particulier, peut-être. Je ne sais pas si tu veux. Oui, alors sur le militaire, en fait, effectivement, je pense que ce sont ceux qui ont le plus réfléchi aujourd'hui sur les difficultés liées à ce monde VUCA. En fait, il y a plusieurs choses. Enfin, l'essentiel de ce qu'ils disent, c'est qu'il faut avoir une stratégie, des conditions d'engagement et accepter à un moment donné que les équipes sur le terrain soient complètement libres d'agir, avec des lignes et des recommandations d'agir. Il y a un adage qui est en anglais, c'est No plan survives to the enemy, c'est-à-dire tout ce qu'on peut planifier ne résiste pas au contact avec le terrain. Et donc, ce qui est vraiment important face à cette incertitude, c'est d'être en capacité de donner plus de degrés de liberté à ces managers terrain pour que les équipes terrain s'adaptent beaucoup mieux. L'autre chose qu'évoquait Thibaut, c'est qu'effectivement, quand certains commandos sont planqués pendant 2, 3, 4 jours dans certains endroits, donc ils ne sortent pas en attendant les ordres ou en attendant une situation qui leur permet, ils ont besoin, au moment où ils sortent, de s'ébrouer, de remettre l'énergie en route après être restés cachés, confinés pendant de nombreuses heures. Donc on retrouve cette idée du mammifère qui, après le figement, a besoin de s'ébrouer. C'est ce qu'on voit pour pour des belettes ou des marmottes qui sont chassées par des prédateurs, qui se laissent tomber. Le prédateur, ne les voyant plus, ne les trouve pas forcément. Et ensuite, une fois que le prédateur est parti, elles se remettent à sauter, à se remettre en énergie. Voilà. Ok. Alors, deux questions sur effectivement, faut-il mesurer encore l'engagement? Il est peut-être plus très bon aujourd'hui et jusqu'où aller dans la flexibilité individuelle pour cette remise en route collective versus l'équipe dans les règles de fonctionnement. En fait, je fais un peu le lien entre ces deux questions, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on vous propose ces ateliers c'est une approche commune ces ateliers et en fait après chaque équipe peut s'en emparer. Et donc, vous avez une approche globale et en même temps après qui est très personnalisable selon les équipes. Chacun de voir, moi, j'ai pas de religion sur le sujet, je vous laisse vous faire la vôtre. Nous, par contre, ce qui nous semble important, c'est qu'à l'échelle de chaque équipe, on puisse se dire où est-ce que l'on en est. Et après, vous pouvez bien sûr faire remonter ces informations informellement, formellement, selon ce que vous voulez. Mais ça me semble plus important d'être sur le maillon, en fait, individuel et collectif de l'équipe que d'être sur un grand truc global en fait. Donc c'est vraiment le sens de ce qu'on vous propose, c'est de mettre en fait en mouvement les personnes à l'échelle individuelle. Et après, il y a des discussions à avoir effectivement sur le niveau d'adaptation si besoin. Il y a une question sur certaines entreprises vont basculer sur du télétravail à raison de 2-3 jours par semaine. Cela nécessite de revoir l'organisation des moments ensemble sur site. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques? Alors, je sais pas, je pense qu'il faudrait
peut-être préciser là aussi ce qu'on veut dire par bonne pratique. Moi, ce que je vois là aussi, je parle de ce que je peux constater hein, chez les clients essentiellement. Donc c'est vraiment je dirais aujourd'hui on est en train de tâtonner, on est en train de voir. Ce qui est certain, c'est qu'on a été dans un télétravail là qui n'était pas du tout organisé pour la quasi-totalité des endroits, on va dire. Donc ça s'est fait dans des conditions difficiles. Et malgré tout, on voit qu'il y a une vraie appétence des salariés. Hein, c'est que je crois 5%, c'est ça, des télétravailleurs qui ont envie de continuer le télétravail. Donc, ils ont vraiment pris goût. Donc, c'est à organiser. Véritablement, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Et vous voyez, quand on fait ce check-up, par exemple, sur le fonctionnement, c'est vraiment l'occasion de se dire qu'est-ce qui serait jouable, qu'est-ce qui serait moins jouable. On l'a vu là, dans la manière dont on a fonctionné ensemble. Est-ce que ça collait, est-ce que ça collait pas? Donc là aussi, si vous voulez, je pense que organiser vraiment, faire discuter chacun sur ces sujets-là et d'avoir comme ça une remontée, ça peut vraiment être très utile et qu'il faut prendre le temps de ce débat. Très bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. On arrive, je pense, au terme. Merci pour vos nombreuses questions. On va prendre note hein, des mails en fait pour vous envoyer la présentation et vous contacter. Donc encore une fois, on a forcément fait un résumé aujourd'hui. Hein. L'idée c'était de vous donner un peu à découvrir le cœur. Vous avez vu, c'est des choses très concrètes, enfin j'espère en tout cas. Et puis donc on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous avez des souhaits, des besoins, des projets, n'hezitez pas à nous contacter. Vous pouvez notamment, vous avez nos mails, notre téléphone. Vous pouvez également donc, prendre rendez-vous sur You Can Book Me, donc https://arc@youcanbookme Voilà, pour prendre rendez-vous directement avec nous pour avoir un échange en fait. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et merci, bonne fin de journée à vous, bon engagement, réengagement de vos équipes et puis donc à très bientôt. Au revoir.